Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette deuxième journée du calendrier de l'Avent dans lequel je vais vous parler des antinutriments. Donc les antinutriments, c'est cette grande famille de substances que notre corps n'aime pas vraiment, qui sont en fait les systèmes de défense que déploient les plantes pour éviter qu'on les mange. Les animaux ont des pattes, les plantes n'en ont pas, et donc elles sécrètent ces substances qui vont concrètement s'attaquer à notre système digestif pour qu'on ait des inconforts et qu'on ait envie de se tourner vers d'autres aliments. Ok. Donc, parmi ces substances, il y en a beaucoup. Donc, il y a les oxalates dont j'ai parlé hier. En fait, ce n'est qu'une famille d'antinutriments. Et vous allez vite comprendre que si on voulait s'amuser à enlever tous les antinutriments de notre alimentation, on n'aurait pas fini. Et clairement, le but premier de ce podcast, en fait, ce sera de vous faire réaliser que ça ne sert à rien de faire la guerre à des antinutriments parce qu'ils sont aussi bénéfiques pour notre santé, c'est-à-dire qu'on les retrouve dans des aliments qui sont extrêmement bénéfiques. Et l'idée est de comprendre, en fait, de faire une espèce de zoom out, de prise de recul ou de hauteur sur ce phénomène, de voir comment on peut limiter, mais aussi comment est-ce que vous pouvez apprendre à mieux préparer ces aliments pour mieux les digérer. Ok. Donc il y a plusieurs antinutriments. Vous avez les inhibiteurs d'enzymes, les lectines, les saponines, les lectines aussi. On leur a mis beaucoup sur le dos avant qu'on s'attaque aux oxalates. Mais il y a également les saponines, les phytates, les tannins, ce qu'on appelle les glucosinolates, qui sont en fait des aliments goitrogènes parce qu'en fait ils absorbent l'iode, donc ça crée des problèmes de thyroïde. Et puis donc les oxalates dont je parlais hier. Donc on va les voir un par un. Donc je vais commencer directement avec les lectines, parce que comme les oxalates, on a beaucoup parlé d'elles et j'ai eu beaucoup de questions aussi dessus. Donc les lectines, on parle en général, il y a deux grandes familles en fait de lectines. On parle des prolamines et des agglutinines. En fait, la particularité de ces lectines qui, c'est dans leur nom, sont des protéines, c'est qu'en fait, elles vont se lier à des glucides. Et cette liaison, cette transformation, on n'est pas en capacité de la digérer. On appelle ça en fait des complexes glycoprotéiques qui vont devenir irritants. Et comme je disais précédemment, ça peut en fait venir aussi surstimuler notre système immunitaire, d'où le lien qu'on fait aussi avec les maladies auto-immunes ou les allergies, etc. La plus connue des lectines, c'en est une qu'on appelle la WGA, c'est-à-dire la Wheat Germ Agglutinine, si on garde le nom en anglais, et c'est tout simplement le gluten. Et cette lectine, qu'on retrouve donc dans tous les produits qui contiennent du gluten, à commencer par le blé et par tous les produits dérivés du blé, sans parler de tous les produits de panification, en fait, on rajoute du gluten encore dedans pour avoir des pains encore plus moelleux, sauf qu'en fait, au bout de 24 heures, ils sont super durs. Voilà, toutes ces choses-là, en fait, cette lectine-là en particulier, la WGA, elle est très résistante à la chaleur et à la digestion. C'est pourquoi elle est particulièrement irritante. Donc déjà, pour les personnes qui ont des problèmes avec les lectines, arrêtez le gluten et voyez déjà si ce n'est pas juste ça qui suffirait. Okay, parce que, encore une fois, c'est une question de dose. Maintenant, de manière générale, les lectines, on va les trouver dans les légumineuses, donc tout ce qui est haricots, pois, lentilles, soja également, dans les céréales complètes, quasiment toutes, mais surtout celles qui contiennent du gluten, donc blé, seigle, orge, kamut également. Vous allez en retrouver dans les pseudo-céréales aussi, donc quinoa, amaranth par exemple. Dans certains légumes, notamment les solanacées. Donc les solanacées, c'est pour rappel les aubergines, les poivrons, les tomates, les pommes de terre, le piment aussi en contient. On va trouver aussi ces lectines dans les champignons, dans les produits laitiers et en moindre mesure dans les fruits de la mer et dans les œufs. D'accord. Donc vous voyez, elles sont vraiment partout. Mais maintenant, ce qu'on apporte le plus, ça reste les légumineuses, les pseudo-céréales et les céréales complètes. Alors tous ces aliments qui contiennent des lectines, s'ils ont été fortement incriminés et si on a beaucoup écrit sur ce sujet ces derniers temps, c'est bien sûr, comme je disais précédemment, en lien avec ces problèmes sur la muqueuse intestinale et sur l'immunité, notamment la déclaration de maladies auto-immunes. Mais pour moi, ce serait vraiment un raccourci que de dire que c'est les lectines le seul problème. D'accord. Parce qu'en fait, comme je vous le disais hier sur le podcast des oxalates, c'est multifactoriel. Ce genre de pathologie, il y a beaucoup de choses bien plus graves qu'on fait beaucoup plus souvent que de manger des légumineuses et de la quinoa, d'accord. C'est-à-dire d'être stressé, de manger trop de pain, trop de pâtes, trop de gluten. L'alimentation moderne en général qui contient beaucoup de polluants. Donc les polluants, c'est aussi une part très importante des problèmes qu'on peut avoir. Donc polluant est un mot très large, mais c'est voulu parce qu'on va y mettre tous ces produits chimiques qu'on va retrouver dans notre alimentation moderne, donc les pesticides, les engrais, les herbicides dont on a les traces dans nos aliments, ce qu'on retrouve dans nos contenants alimentaires, ce qu'on retrouve dans l'alimentation ultra transformée, donc les édulcorants, les colorants, toutes ces molécules qui vont apporter de la couleur, de la texture, une meilleure conservation.
sans parler des irradiations aussi que subissent nos épices, que subissent nos fruits et légumes pour qu'ils soient conservés plus longtemps. Tout ça a un impact en fait, et ça vient aussi peser dans la balance. On a bien sûr aussi les modes de préparation inadaptés, et puis tout ça en fait crée avec potentiellement un facteur génétique, mais avec ou sans, toutes ces choses-là en fait vont créer un terrain fragilisé qui va faire qu'on va plus ou moins réagir aux lectines ou même aux oxalates comme j'en parlais hier. Donc pour moi, c'est pas tant que les lectines sont la cause de ce problème, elles peuvent aggraver ces problèmes de santé, et comme toujours, c'est la dose qui fait le poison. Et cette dose, elle est individuelle. C'est pourquoi moi, je suis pour des régimes d'éviction, où on va éliminer certains aliments pendant 3 semaines. On va voir comment ça se passe dans notre corps, et puis ensuite, on va réintégrer les aliments au fur et à mesure pour se dire, ah tiens, c'est pas une question de lectine, d'oxalate ou de que sais-je, c'est une question de, ah ben moi, en fait, je me rends compte que si je mange ces haricots rouges, du gluten et puis des poivrons, bah, ça passe pas, alors que tout le reste passe. Et c'est ça qui permet d'avoir vraiment une alimentation personnalisée et quelque chose qui, à mon sens, est beaucoup plus cohérent en fait à long terme. On prend le temps d'observer, d'analyser, et ensuite on peut personnaliser et décider en fait ce qu'on continue de manger ou non. C'est aussi plus motivant plutôt que suivre un listing complet d'aliments où si ça se trouve, plus de la moitié passe très bien à la base. Okay. Ensuite, il est intéressant de savoir que ces lectines ne sont pas que néfastes, elles ont aussi des bénéfices. Elles ont d'ailleurs une action anticancéreuse, notamment les lectines du soja, des lentilles, de l'amarante, des arachides. On va avoir une action antivirale pour celle de l'ail, par exemple. Donc, encore une fois, quand on sait bien préparer nos aliments et quand on trouve les doses qui nous conviennent, ça peut devenir des alicaments, ça peut devenir des choses qui nous sont aussi bénéfiques. Et puis, ce qui compte vraiment au final, c'est le mode de préparation. Et ça, c'est valable pour tous les antinutriments. Si vous prenez l'habitude, 2 fois par semaine, de vous dire, tiens, qu'est-ce que je vais manger dans les 3 jours à venir? Je vais manger du riz, des haricots azuki, des lentilles par exemple. Ok, vous les prenez, vous les rincez, vous les faites tremper toute la nuit. D'accord? Le matin, vous vous réveillez, soit vous voulez les cuire tout de suite parce que vous devez les manger à midi, soit vous les mettez dans un tamis, vous les rincez, vous les couvrez avec un torchon et vous laissez ça toute la journée. Le soir, quand vous rentrez du travail, vous les re-rincez et là, vous les mettez à cuire. Ce qui veut dire qu'avec le rinçage, le trempage et la pré-germination, vous avez déjà enlevé une grande partie des antinutriments et vous avez amélioré votre capacité à les digérer grâce à la pré-germination. En les mettant à cuire, et là en l'occurrence pour les lectines, par exemple dans un autocuiseur qui va cuire à haute température, eh bien pour les légumineuses, ça va enlever 95 à 99% des lectines. Et ça va aussi enlever une grande partie des lectines des solanacées. Donc par exemple, ma mère qui faisait toujours sa ratatouille à l'autocuiseur, génial. Sans le savoir, elle avait tout capté déjà. Donc ça, c'est des habitudes qui sont à prendre. Idem pour la germination, la fermentation. Ça va faciliter en fait la digestion parce qu'on a une prédigestion grâce aux bactéries ou aux enzymes qu'elles sécrètent. Elles vont se nourrir en fait des glucides, des protéines qu'il y a dans l'aliment. Et ça va permettre en fait à notre corps de mieux les assimiler par la suite. Donc ce principe même de préparation est hyper important. Donc en conclusion concernant nos lectines, elles existent depuis la nuit des temps et ce qu'il faut retenir, c'est que tout va dépendre du terrain, de la dose et du mode de cuisson. Ok ? Ensuite, comme autre famille d'antinutriments, donc là je vais pouvoir aller un petit peu plus vite, mais on a les inhibiteurs enzymatiques dont je vous parlais précédemment, donc on les retrouve en grande majorité dans les légumineuses, notamment dans le soja, mais aussi dans les céréales, dans les noix, dans les tomates également. On va en avoir aussi dans les pommes de terre. Et là, la bonne nouvelle aussi, c'est que quand on rince, trempe et qu'on cuit ces aliments correctement et suffisamment longtemps, eh bien, on va avoir 80% de ces inhibiteurs d'enzymes qui disparaissent. Donc tout va bien. Maintenant, si on ne fait pas ces processus de préparation culinaire et si on mange ces aliments trop souvent, on peut avoir en fait un épuisement des fonctions exocrines du pancréas. C'est-à-dire la fonction qu'a le pancréas de sécréter des enzymes. Il faut savoir que notre pancréas sécrète soit des hormones, d'accord, pour notamment gérer la glycémie, mais il sécrète aussi des enzymes. Et ça, en fait, cette fonction-là peut être altérée à cause de ces inhibiteurs d'enzymes. Ils portent bien leur nom. Ensuite, autre grande famille d'antinutriments, donc les phytates et l'acide phytique. Alors, les végétariens, végétaliens, on entend souvent parler parce que c'est justement ces substances qui vont absorber les minéraux. Et puisque quand on suit ces régimes-là, on peut avoir tendance déjà à manquer de fer ou surtout de zinc, qui est difficile à trouver dans l'alimentation végétale, si on ne fait pas attention à cet acide phytique, ça va absorber en fait ces minéraux et donc on en aura moins pour nous et pour notre fonctionnement.
Donc là, encore une fois, on en retrouve dans les céréales complètes, dans les légumineuses. On va en retrouver aussi dans les oléagineux en grande quantité. Je pense aux amandes, aux noisettes, aux noix. En fait, c'est surtout dans les enveloppes, dans la peau en fait, de ces aliments-là. Et ce qui est dommage, c'est que c'est cette peau qui contient souvent beaucoup des nutriments. Donc encore une fois, la question n'est pas d'éliminer, n'est pas forcément de manger que des choses sans la peau, mais c'est d'intégrer des processus de préparation. Nos oléagineux aussi, on les trempe, on peut les faire pré-germer. Donc ce sera moins long que des céréales et des légumineuses. Mais moi, par exemple, pour les amandes que je consomme beaucoup, je vais juste faire tremper durant 4 heures mes amandes. Ensuite, je les rince, je les mets dans un tamis 4 heures de plus. Donc typiquement, je me lève le matin, je le fais. Je les fais tremper. À midi, je les rince. Et le soir seulement, après les avoir laissés toute l'après-midi dans un petit tamis, je les mets au frigo. Ça va stopper la pré-germination et ça va éviter qu'elles aient un goût un peu pourri, amer. Comme ça veut dire qu'on les a fait trop tremper et qu'on les a laissés humides trop longtemps en fait, à température ambiante. Mais juste quelques heures, ça suffit déjà pour enlever cet acide phytique en partie, en grande partie d'ailleurs, et donc de limiter l'impact négatif de ces substances sur notre système digestif. Comme autres antinutriments, on a aussi tous ceux qu'on trouve dans les aliments goitrogènes, et pour ça j'ai eu beaucoup de questions. Donc on les retrouve surtout dans les crucifères, les choux, les brocolis, les choux-fleurs, le chou frisé, le radis, les navets, les roquettes, le bok choy, le chou chinois. En fait, ils contiennent des composés qu'on appelle des glucosinolates qui vont être néfastes si on consomme ces produits crus ou pas suffisamment cuits. C'est pourquoi pour les personnes qui ont des problèmes thyroïdiens ou pour les personnes qui ont tendance à manquer d'iode, il va falloir être très vigilant sur la consommation de ces produits crus parce que ça absorbe l'iode que l'on ingère. Or, l'iode est fondamental pour le fonctionnement de notre thyroïde, entre autres. D'accord ? C'est fondamental pour plein d'autres choses, mais notamment pour la thyroïde. Et puis, très souvent, en fait, ce que je trouve dommage, c'est que quand on parle de ces aliments-là, on commence à avoir peur, surtout pour les personnes qui ont des soucis de thyroïde, mais c'est dommage de se priver des crucifères parce qu'ils ont des vertus anti-cancer exceptionnelles. Ce sont des détoxifiants qui prennent soin du foie, qui sont très riches en fibres, donc c'est bon aussi pour notre système digestif. Ils apportent aussi des antioxydants et ils sont très bénéfiques pour nos oestrogènes. Donc, là où je dirais attention, n'en consommez pas cru, c'est s'il y a une grosse carence en iode, s'il y a des gros problèmes thyroïdiens. On va, quoi qu'il arrive, éviter une consommation quotidienne dans ces cas-là, mais sinon, il ne faut pas en avoir peur, et surtout, si vous les cuisez, il n'y a pas de problème. D'accord ? Donc, au niveau des chiffres, la cuisson donc, à la vapeur va réduire de 30 à 60% les substances qui sont goitrogènes dans vos aliments. Une cuisson prolongée, donc cuisson à l'étouffée, cuisson par exemple plus longue dans l'eau bouillante, on va réduire de 80 à 90%. Et si on fait juste sauter ou qu'on fait au wok, on va enlever une partie, mais ce ne sera peut-être pas suffisant pour les personnes qui ont des troubles thyroïdiens. D'accord ? Et puis ce qu'on peut faire aussi pour limiter ces effets-là, c'est d'apporter de l'iode de manière naturelle et nutritionnelle. Donc il y a le sel iodé, moi je ne suis pas trop fan parce que c'est souvent du sel raffiné, mais par contre vous allez avoir les poissons, les fruits de mer, mais surtout les algues. Et les algues, si vous consommez des algues bio qui sont cultivées dans des bassins d'eau pure, très bien, je vous en parlais hier aussi, donc je reviens sur ce sujet, mais je pense qu'on n'est pas assez éduqués en fait, en France, en Europe, à consommer des algues de qualité, parce qu'en vrai, c'est des bombes nutritionnelles, et ce sont aussi des bombes d'iode. Donc justement, il ne faut pas en abuser, mais une cuillère à café par jour, c'est un super moyen d'apporter de l'iode de manière naturelle et biodisponible, bien assimilée. D'accord ? Parce que quand on commence à prendre des compléments d'iode, des fois on me demande, mais attention, parce que se complémenter en iode, ça demande de faire des analyses, de savoir exactement votre niveau d'iode et d'avoir un dosage personnalisé dans votre complémentation, parce que trop d'iode peut être dangereux aussi. Donc, idem, si vous intégrez des produits type macrobiotiques ou des algues, des poissons régulièrement dans votre alimentation, de temps en temps, faites un dosage pour voir si vous êtes bien au niveau de l'iode ou si vous pouvez augmenter les doses ou à l'inverse, les diminuer. Ensuite, je vais terminer avec les saponines et les tanins. Alors les tanins, pas grand-chose à dire, si ce n'est que, vous le savez, il y en a dans l'alcool, dans le vin rouge, il y en a dans le café, le thé. On va avoir une chélation, c'est-à-dire ça va absorber le fer non héminique, c'est-à-dire celui qui vient des végétaux, en grande partie. Donc c'est important de consommer ces produits-là en dehors des repas, surtout si vous avez tendance à être anémié. À l'inverse, pour les personnes qui ont trop de fer dans le sang, ça peut être intéressant de vous faire un petit thé vert au moment du repas. Ça va limiter l'absorption du fer que vous consommez. Maintenant, au niveau des saponines, qui est la dernière grande famille que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, parce que les oxalates, je les ai vus hier.
Alors, vous les retrouvez dans beaucoup d'aliments aussi. Donc, toutes les solanacées, dans les petits pois, dans le soja, donc les légumineuses, mais surtout petits pois et soja. Dans les épinards, les asperges, la châtaigne, le quinoa. Donc, encore une fois, hein, vous voyez qu'il y en a beaucoup. Le problème de ces saponines, c'est que ça va venir attaquer nos membranes intestinales si on ne les élimine pas. Ça va donner, comme je disais précédemment, ce goût amer aussi. Donc, il faut pouvoir bien tremper et cuire longuement, d'accord? Donc, tout ce qui est solanacée, si vous faites des cuissons à l'étouffée, on a vu aussi qu'elles contiennent des lectines. Donc, si vous faites des cuissons à haute température, c'est génial, d'accord, ça va limiter. Et pour tout ce qui se rince, rincez longuement pour enlever un maximum cette saponine qui mousse pour vous libérer en fait de cet impact négatif sur la santé. Vous l'aurez compris, de toute façon, si vous êtes sensible à ces aliments, pensez multifactoriel. Pensez à votre stress, pensez à votre alimentation générale. Pensez, et le stress, j'insiste, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à leur alimentation et qui enlèvent plein d'aliments, qui font plein de cures, mais sans s'en rendre compte, ça devient une source de stress pour leur organisme. C'est-à-dire que tout aliment devient potentiel poison. Tout aliment peut potentiellement déclencher une réaction. Et il y a un travail peut-être plus profond à faire aussi en lien avec pourquoi je réagis comme ça aux aliments. D'accord? Je le dis toujours, je pense que oui, l'assiette est médecine, mais pas que. Et que quand on a d'énormes réactions digestives, plus ça va, moins je suis d'accord avec la théorie de c'est juste les antinutriments, c'est juste les lectines, c'est juste le gluten. Il y a d'autres choses à aller voir. Et moi, en général, ce que j'aime bien aller voir, c'est bien sûr euh, tout ce qui est en lien avec le stress, la mastication, la qualité du sommeil, le mouvement, la régulation du système nerveux. Donc ça, c'est un point fondamental. C'est qu'est-ce que vous intégrez au quotidien pour prendre soin de votre système nerveux à travers de la respiration, à travers du mouvement, à travers de la méditation. Comment vous remettez du mouvement dans votre colonne vertébrale pour justement travailler sur votre nerf vague. Le rire, le chant aussi va venir stimuler votre nerf vague et ramener de la régulation au niveau de ce système nerveux autonome. Et j'aime bien aller parfois travailler sur les expériences de vie en fait, c'est-à-dire quel est votre rapport à l'alimentation, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait quelque chose qui ne passe pas, qui ne soit pas digéré, quelle est peut-être la mémoire que vous avez avec tel ou tel aliment, avec tel ou tel repas, avec l'ambiance des repas quand vous étiez enfant. Et puis parfois, ça peut être beaucoup plus profond que ça. Je vais juste vous donner un exemple pour illustrer ce que je suis en train de dire. J'ai une connaissance qui ne digérait plus rien du tout, qui a tout fait sans gluten, il a fait tous les régimes possibles et inimaginables. Bref, vraiment, même en termes de thérapie, de compléments alimentaires, il a fait la totale. Et je me souviens, je crois que c'est un exemple que j'ai donné à mes élèves IG NutriPro une fois en séance. Mais en fait, je me souviens que moi, la première fois que je l'ai rencontré, j'ai le mot boulimie qui m'est venu en tête. Puis des mois après, en fait, je lui dis, mais c'est ton rapport à l'alimentation, est-ce qu'il est OK? Est-ce que tu as eu des crises de boulimie, d'anorexie? Et il me dit, ben non, moi non, mais ma tante, oui, et elle en est décédée. Et donc, il m'explique toute l'histoire en fait de sa tante et de pourquoi elle a vécu des expériences terribles qui l'ont plongée dans une anorexie avec avec des épisodes boulimiques. Mais en fait, elle est décédée de ça à terme. Et je lui disais, mais cherche pas. Et ça, c'est très personnel ce que je vous dis. C'est mon expérience, ma vision et ma vision de la santé holistique. Mais comme vous le savez, pour certains, j'ai vraiment cette vision aussi qui est que nos cellules, notre ADN est porteur de mémoire aussi. Et que tout ce qui se passe dans notre environnement proche, mais aussi dans notre lignée, dans notre famille de sang, vient nous impacter. En fait, on est porteur de certaines choses en nous. Et donc, voilà, il m'a expliqué cette histoire et il m'a dit, c'est intéressant parce qu'en thérapie, c'était déjà sorti ce lien avec ce gros secret de famille qui était le décès de sa tante de cette manière, qui était un non-dit total. On ne lui a jamais dit comment était décédée sa tante. C'était un gros tabou. Et d'ailleurs, les proches de cette femme, son frère directement, avait aussi de gros problèmes de troubles alimentaires. Et donc cet homme a eu un fils qui est mon ami, qui se retrouve à ne plus rien digérer, quoi qu'il fasse en fait. Donc je pense que c'est aussi important, sans chercher trop compliqué et sans tout de suite aller chercher des choses trop loin si vous ne faites pas l'essentiel. Mais c'est un exemple qui vous permet de comprendre que pour moi, en fait, la santé, c'est déjà, OK, corps physique, ici, maintenant.
d'accord? Donc stress, sommeil, mouvement, mon assiette, qu'est-ce que je bois, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je nourris au quotidien, comment est-ce que je gère mes émotions, comment je régule mon système nerveux. Déjà, c'est ça, avant même d'aller chercher midi à 14h. Dans ça, je vais mettre aussi, on va enlever les polluants, on va enlever ce qui nous intoxique de manière générale, que ce soit physique ou psychique. Okay, donc pour moi, ça passe par les xénobiotiques qu'on trouve dans les produits, cosmétiques, tout le tintouin que je vous ai cité précédemment, mais aussi la télé, les médias, la radio, les ondes, les musiques à la con que parfois on écoute, qui sont des fréquences ultra basses, les paroles qu'on écoute qui peuvent être des fréquences ultra basses. Moi, je mets tout ça là-dedans. Okay, pour moi, déjà, la santé, c'est ça. Quand il y a des choses qui perdurent, c'est de se dire, ok, maintenant, allons voir ce qui s'est passé dans ma vie. Quels sont les traumatismes que j'ai eus? Qu'est-ce que mon corps a pu engrammer comme un traumatisme? Quelles sont les croyances, les choses que j'ai nourries autour de ça, autour de tout ce que j'ai intégré dans les programmes que j'ai téléchargés de mes 0 ans, de ma naissance à aujourd'hui? Puis, potentiellement, qu'est-ce qui s'est passé in utero? Puis, qu'est-ce qui s'est passé dans ma lignée? Et tout ça, en fait, crée quelque chose qui nous permet de prendre soin de nous de manière holistique. À ça, j'ajouterais ce qui se passe dans le champ énergétique. Parce qu'en fait, je pense qu'on sous-estime grandement, mais dans le champ énergétique, on va aussi avoir beaucoup d'ondes, beaucoup d'éléments. J'en reparlerai, je ferai un podcast sur l'énergétique, donc je ne vais pas m'attarder sur ça aujourd'hui. Mais si vous êtes en pleine ville, que vous n'êtes jamais en nature, que vous ne mettez jamais les pieds dans la terre, que l'eau avec laquelle vous vous douchez, elle est emplie de produits toxiques, que, voilà, je vous parlais tout à l'heure des ondes, de ce qu'on regarde, pour moi ça fait partie aussi de comment on nourrit notre corps énergétique. À un moment donné, oui, ça peut péter en fait. Et on sait aujourd'hui, tout ce qui se manifeste dans la matière est d'abord réel et présent dans l'énergétique, dans le subtil, dans votre corps énergétique. C'est un énergéticien voit votre maladie avant même qu'elle arrive dans votre corps physique. Donc voilà, c'est pourquoi moi j'ai de plus en plus de mal avec ce truc de ah, j'ai enlevé tel aliment, ça va vachement mieux. Peut-être, hein. Peut-être, mais bon, Et attention, quand je dis ça, je minimise pas du tout l'impact de ces choix, parce qu'en fait, pour ma part, quand j'ai enlevé certains aliments qui m'irritaient, parce que j'avais vraiment pris le temps d'enlever le gluten, d'enlever les produits laitiers, de tester, d'enlever les tomates, les poivrons, j'avais vu que j'avais des effets, que ça allait mieux, clairement, mais c'était purement digestif. Et très bien, si vous avez juste un petit souci digestif, c'est ok. Mais si vous voyez que malgré tout ce que vous faites, ça ne fonctionne pas, c'est là qu'à mon sens, il faut aller plus loin. Ok ? Donc voilà, je vous ai fait un petit monologue un peu plus perso sur ce sujet, mais je pense que c'est important et ça vous permet d'avoir ma vision plus globale. Voilà, donc tout ce que j'avais à vous dire sur les antinutriments, c'est fait. Je vous retrouve demain pour parler cette fois-ci du cadmium, qui est aussi un autre sujet d'actualité assez costaud. Donc, je vous laisse avec ça pour aujourd'hui. Pensez à partager cet épisode si ça vous a parlé, ou à le noter, ou à le commenter. Ça fait toujours plaisir. Et à demain pour la suite.